Municipal. Avant d'ouvrir la séance, je souhaite que nous ayons une pensée envers deux personnalités qui nous ont quittés en ce début d'année. Une personnalité locale, Philippe Bachmann, directeur de la Comète, emporté par un cancer contre lequel il luttait depuis plusieurs années et qui est malheureusement décédé il y a 2 semaines depuis son arrivée à la tête de cette structure culturelle en 2004. Il a fait de ce lieu d'accueil et de partage entre les artistes du monde entier et le public. Passionné d'art, il a su, en 20 ans, sans cesse se renouveler, en accueillant sur notre scène nationale des spectacles variés d'envergure internationale. Philippe aura grandement contribué à transformer le petit théâtre de la Comète en une salle de cinéma labellisée Art et Essai et à offrir une exposition certaine de notre ville par le biais du Festival international de cinéma War on Screen. Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, Axel, et à sa fille, Laura, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs de la Comète. Et puis une personnalité nationale, en la personne de Robert Badinter, avocat, ministre de la Justice sous François Mitterrand. Il aura marqué les Français par son courage politique, en portant le texte pour l'abolition de la peine de mort et en luttant contre toutes les discriminations afin de préserver notre démocratie. Je vous propose que nous puissions respecter 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Nous devons procéder à la nomination d'un secrétaire de séance et je vous propose Gabriel Michel pour cette séance de conseil municipal. Pas d'autres candidats? Tout le monde est OK? Merci. Au niveau des procurations, j'ai reçu la procuration de Martine Lisola, qui donne pouvoir à Natacha Niquez, Sandra Sécart-Marx, qui donne pouvoir à Gabriel Michel, Josué Masson, qui donne pouvoir à René Doucet, Maxime Gérardin, qui donne pouvoir à Georges Castillo. Et nous avons reçu les excuses donc, de Pascal Michel et de Safia Amina, ainsi que donc, de Benoît Paru. Vous l'aurez compris qu'il malheureusement est bloqué dans le train. Il y a un arbre qui est tombé sur la voie ferrée. Et j'espère qu'il pourra peut-être nous rejoindre avant la fin de cette séance. Il nous est demandé d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2023, procès verbal qui vous a été transmis à l'ensemble des élus donc le 24 janvier 2024. Nous n'avons pas eu de commentaires en retour de mail. Y en a-t-il ce soir dans cette assemblée? Y a-t-il donc pas de commentaires, pas de questions? Je considère donc que ce procès-verbal est donc approuvé. Lecture de la liste d'informations qui sont à votre disposition donc concernant la délégation du maire. Vous avez donc 2 informations qui concernent la direction de la commande publique, achats, affaires juridiques et contentieux, ainsi qu'une information concernant la direction de la vie civile et des affaires citoyennes. Et on en passe donc à notre ordre du jour des délibérations. Première délibération, la détermination du nombre d'adjoints par la délibération numéro 2023-032 du 9 février 2023. Le conseil municipal a fixé à 11 le nombre d'adjoints au maire pour la ville de Châlons-en-Champagne. Conformément à l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal étant de 43 conseillers, le nombre maximal d'adjoints est donc de 12, arrondi à l'unité inférieure. Il est donc proposé de créer un nouveau poste d'adjoint et de fixer ainsi à 12 le nombre d'adjoints au maire de la ville de Châlons. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc je vous propose
par la délibération numéro 2 de pouvoir procéder à la désignation de cet adjoint. Dans un premier temps, je vous propose déjà de composer notre bureau de dépouillement, et je voudrais savoir si Madame Martine Thibert et Cathy Zaduski veulent bien être les scrutateurs de ce vote. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que cette élection va se faire par vote à bulletin secret. Il va être distribué dans quelques instants les bulletins et enveloppes. Nous avons reçu à ce jour la candidature de Natacha Niquez. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Très bien. Donc, une candidature, celle de Natacha Niquez. Je vous demande donc à ce qu'on puisse procéder à la distribution des bulletins et enveloppes. Oui, Monsieur Vattel. Votre micro, s'il vous plaît. Bon, oui. Juste pour dire que je ne participerai pas à ce choix. Je ne participerai pas au vote. C'est noté. Donc, effectivement, comment on me le rappelle, et comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un vote à bulletin secret. On a pris note, mais effectivement, normalement, on n'a pas exprimé son choix à l'oral. Dans l'attente du résultat de ce vote et du prochain dépouillement à venir, je vous propose que nous puissions poursuivre notre ordre du jour avec la délibération numéro 3. Je rappelle que le nombre d'adjoints détermine l'enveloppe globale des indemnités de fonction des élus municipaux. Par cette délibération, il est proposé de revoter les indemnités, sachant qu'effectivement, il n'y a aucun changement sur les taux individuels. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 4, Madame Mottet, s'il vous plaît. Bonsoir, mes chers collègues. Dans le cadre de l'application de la réglementation relative au forfait post-stationnement, les automobilistes ont la possibilité de faire un recours quand ils ont fait l'objet d'un FPS. Comme chaque année, nous vous présentons donc un bilan des rapports formulés en 2023. Pour les chiffres clés, donc 8153 FPS ont été émis en 2023. Vous constaterez qu'il y a quand même une augmentation de 18% par rapport à 2022. Et 1,4% de ces FPS ont fait l'objet d'un rapport. 51% d'entre eux ont été acceptés et 49% ont été rejetés. Vous avez le détail dans la délibération des raisons pour lesquelles nous avons accepté ou rejeté ces rapports. Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport 2023 relatif au recours administratif préalable obligatoire. Merci Madame Mottet. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Thibert. Oui, j'avais signalé, je crois que c'était au cours du dernier conseil municipal, qu'il y avait un problème technique avec les eurodateurs et plus spécialement au niveau de l'heure gratuite. Quand c'était en fin de journée et que ça débordait sur le lendemain, il y avait un montant de facturé alors que c'était pas logique. Voilà, merci. C'était les 20 centimes, c'est ça, qui sont facturés lors de l'heure gratuite? Je suppose que c'est la même discussion. Non? Redis, c'est autre chose? Excusez-moi, juste, pardonnez-moi, si vous pouvez nous préciser dans le micro. Merci. Oui, donc le problème, et je l'ai vécu moi-même, lorsque vous profitez de l'heure gratuite, par exemple le soir, une demi-heure avant la fin de la journée, et qu'il y a donc une demi-heure qui se reporte le lendemain, la demi-heure du lendemain est payante. Émilie, Non, je n'ai pas la réponse, mais on regardera s'il y a une défaillance technique à revoir sur ce sujet. Eh bien, je vous remercie. On s'était effectivement engagé à le faire la dernière fois. Désolé que ça n'ait pas été fait, et vous aurez une réponse d'ici la fin de la semaine pour vous préciser précisément ces éléments. Merci, Madame Thibert. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de prendre
acte de ce rapport. Y a-t-il donc pas de commentaires, pas d'autres commentaires? Je vous remercie. Délibération numéro 5, Gérard. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'adopter la nouvelle grille de les tarifs du Capitole. Nous les avons votés il y a 2 mois, mais compte tenu du fait que les fluides ont vu leurs tarifs baisser, il vous est proposé de baisser les tarifs de certaines prestations du Capitole. Je vous demande d'adopter cette nouvelle grille. Merci. Donc c'est bien pour que les bénéficiaires des locations du Capitole puissent avoir des tarifs qui restent le plus accessibles possible compte tenu de la situation de l'énergie. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La numéro 6, Monsieur Lebas. Alors, un petit complément sur la 5, sachant que cette grille sera applicable dès que la délibération deviendra exécutoire, naturellement. Sur la délibération numéro 6, chaque année, à pareille époque, il convient de fixer les taux communaux d'imposition pour l'année en cours. Et comme chaque année, nous vous proposons, depuis 19 ans, de conserver les taux d'imposition qui sont les nôtres, à savoir pour la taxe foncière 42,37%, pour le foncier non bâti 35,2%, et pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires 26,84%. Merci, Monsieur Lebas. Y a-t-il des... Oui, Monsieur Vattel, pour les questions. Comme depuis 19 ans, je m'abstiendrai... Viens dans le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse vous entendre. Comme depuis 19 ans, je m'abstiendrai sur cette délibération. L'augmentation des impôts, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est pas un scoop. Ça fait 19 ans que je vous le dis, donc c'est pas tout à fait nouveau. Donc, une abstention par anticipation. Donc, quand je vais vous demander votre vote, d'autres commentaires ou d'autres questions? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote. J'ai donc noté une abstention de la part de Monsieur Vattel. Y a-t-il d'autres abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 7, Monsieur Dubanchet. Oui, c'est une délibération concernant une garantie d'emprunt pour la structure d'insertion de l'association chalonnaise de parents et amis de personnes déficientes intellectuelles, la CPEI. Donc on avait déjà délibéré sur une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour un montant de 6 millions d'euros. Il s'avère que le budget aujourd'hui de ce chantier est dépassé et qu'il va donc y avoir un nouvel emprunt sur un budget total de 13 millions. Et donc on nous demande d'être à nouveau en garantie à hauteur de 50% sur ce nouvel emprunt de 2 730 000 euros dans les mêmes conditions. Et donc la délibération vise à autoriser à signer cette convention. Merci, Monsieur Dubanchet. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Thibert. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, une petite question que j'avais pas dû me poser lors de la première délibération. La ville ne prend pas de risque à garantir ce genre d'emprunt, puisque d'habitude c'est principalement des emprunts engagés par Novabitat, et là ce sont des associations. Est-ce qu'on est sûr qu'elles sont solvables et est-ce que la ville ne prend pas de risques? Et même question pour la délibération numéro 8. Merci. Monsieur Lebas, Il y a certainement plus de risques que pour des garanties d'emprunt d'un bailleur social, je vous l'accorde. Cela dit, la structure financière de cette association est quand même relativement bonne et on peut vous faire confiance. Et je vous rappelle que notre ratio de garantie d'emprunt est de l'ordre de 5% de ce que nous pouvons faire. d'autres questions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Je me retire pour la délibération suivante et cède la présidence temporairement à Madame Bourbrock. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Donc, délibération numéro 8, Monsieur Janssen, vous avez la parole.
Alors, cette délibération concerne l'association Maison Saint-Joseph, une demande de garantie d'emprunt, acquisition de l'EHPAD situé au 1 rue Saint-Michel, par date d'un courrier du 29 janvier 2024. La Maison Saint-Joseph sollicite la garantie de la ville pour un prêt destiné à financer l'acquisition de l'immobilier de l'EHPAD situé donc au 1 rue Saint-Joseph, dont elle est gestionnaire. Le montant de cette opération s'élève à 2 200 000 €, pris en tout cas sur 25 ans. Le département de la Marne garantit également 50% de ce prêt. Donc il est demandé à l'Assemblée de décider donc l'article 1, donc la ville accorde en tout cas sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement, que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la ville de Châlons-en-Champagne est accordée sur la durée totale des 2 prêts jusqu'à complet remboursement, que le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt, et donc autoriser la signature du maire pour ce prêt. Merci Monsieur Janssen. Monsieur Vattel. Oui, là c'est une nouveauté, on nous demande de garantir un prêt dont on ne connaît pas les conditions, ou on va bientôt les connaître. Alors, je ne vois pas refuser le bon Dieu sans confession, mais c'est un peu limite comme démarche. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais à moins qu'il y ait le feu et qu'il faille que ce soit dans la seconde, mais je pense qu'on pourrait attendre un conseil municipal où les données du prêt seraient connues avant de le garantir. En tout état de cause, je ne pourrais pas voter un prêt en blanc comme ça, garantir un prêt en blanc comme ça, c'est pas raisonnable. Enfin, à moins qu'il y ait une raison pour aller aussi vite que ça, mais il faudra bien me l'expliquer et que les raisons soient valables. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Monsieur Lebas, je crois que vous avez des éléments de réponse sur ce point. Effectivement, c'est une erreur. Il aurait dû y avoir effectivement la pièce jointe. Ce sont les mêmes conditions que pour le prêt que nous venons de garantir pour la CPEI, c'est-à-dire, me semble-t-il, c'est le livret A plus 0,6. C'est-à-dire qu'on a oublié de joindre la partie financière, a priori. Non, je vais être obligé de vous faire confiance et je vais vous croire, mais c'est quand même pas très raisonnable. Je m'excuse, mais alors il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, mais quand même. Je crois que le document figurait dans le document qui a été remis à la commission des finances. Il n'a pas été repris malheureusement là. Si mes souvenirs sont bons, pour défaut d'annexe, notamment sur le VTT Parc, le maire avait retiré la délibération. Il avait repoussé au prochain conseil. 2 mois, c'est beaucoup. Pour toute petite erreur matérielle, Monsieur Namur. C'est pas une petite erreur matérielle de ne pas connaître le taux du crédit. C'est pas tout à fait petit comme question. La réponse vous est donnée. Les documents ont été distribués en commission des finances. Ça a été distribué en commission des finances et débattu. Est-ce qu'il y a la possibilité de l'avoir sur table? Peut-être interrompre. Monsieur Martini, est-ce qu'on a la possibilité de l'avoir sur table, l'annexe? Est-ce que est-ce que le document dans la CABOX est disponible? Non, il n'y est pas non plus. Bon, je pense qu'on est contraint d'eux. Monsieur Namur? Peut-être que d'ici la fin du conseil, on aura peut-être la possibilité de la récupérer. Je vous proposais de suggérer, mais on peut la reporter à la fin du conseil, si on a en capacité de. Donc voilà, pour l'instant, on suspend. Dans la commission des finances, il était marqué un prêt
de 1,65 million, 25 ans à 4,35 et un prêt de la Société Générale d'1,1 million à 3,99 sur 25 ans. C'était dans la commission des finances. Et donc tous ces documents vous sont accessibles? Donc sous ce constat d'accessibilité, est-ce que nous en délibérons? Je souhaiterais que ce soit reporté. Hein. Oui, c'est tout. Enfin, c'est tout. Comment? Il faudrait que ce soit reporté. On n'a pas les éléments. C'était la commission des finances. Je vous vous dis, avez je les vous éléments redonne. dans la commission Et des alors, finances. on n'est pas à l'Assemblée nationale. Là, on a le droit à avoir les documents pour voter quelque chose. Ou alors faites-nous un 49.3, mais arrêtez. Enfin, c'est dans la CABOX, hein? Oui, c'est dans la CABOX, vous l'avez. Et nous, on est au vous. conseil municipal. Et nous, on est au conseil municipal. Donc, on n'est pas dans la CABOX, on est au conseil municipal. C'est pas sympa. Hein. Bon, si vous me permettez, on suspend la délibération, nous la reportons en fin de séance pour voir si nous pouvons améliorer la communication de ce document. Merci. Dans la commission des finances. Il n'y avait pas tout, il n'y avait pas les... Délibération numéro 9. Monsieur Chauvière, s'il vous plaît. Cette présente délibération a pour objet d'approuver la procédure établie pour permettre la portabilité des matériels en cas d'adaptation d'un poste d'agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Elle concerne donc les biens réutilisables attribués aux agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi et cédés à la nouvelle administration. Chers collègues, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes des conventions et autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions et les actes relatifs à leur exécution. Merci, Monsieur Chauvière. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10. Monsieur Doucet, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, l'ordonnance du 17 février 2021 qui a été précisé par un décret en date du 20 avril 2022, place la couverture des risques prévoyance et santé de leurs agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Ceux-ci ont l'obligation de mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025. Il en sera de même pour les risques frais de santé à compter du 1er janvier 2026. Un accord collectif national a été signé le 11 juillet 2023 entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale. Cet accord prévoit l'adhésion obligatoire des agents aux garanties prévoyance dans le cadre d'un contrat collectif conclu par l'employeur, prévoit également que l'employeur prendra en charge au minimum 50% des cotisations acquittées par les agents. Un comité paritaire de pilotage et de suivi pour chaque accord collectif devra être mis en place. Les employeurs publics territoriaux doivent donc, à plus ou moins brève échéance, engager d'une part des négociations avec les organisations syndicales et d'autre part engager une procédure de mise en concurrence pour sélectionner le ou les organismes assureurs qui couvriront les garanties de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs à adhésion obligatoire. Les centres de gestion départementaux ont de leur côté l'obligation de conduire de telles démarches pour le compte des collectivités territoriales de leur ressort. En conséquence, le centre de gestion de la Marne a décidé d'engager un marché départemental afin de pouvoir proposer une offre optimisée et adaptée aux employeurs publics de notre département. Bien évidemment, cette démarche mutualisée nous intéresse. Pour autant, nous souhaitons également, et en parallèle des investigations que conduira le centre de gestion, conduire nos propres réflexions aux côtés de la communauté d'agglomération.
C'est pourquoi le présent rapport vous propose d'accepter que le centre de gestion de la Marne prenne en compte les effectifs de la collectivité dans le cadre de l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau départemental, en vertu des dispositions de l'accord collectif précédemment mentionné. De prendre acte que le centre de gestion de la Marne va réaliser une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou de plusieurs organismes d'assurance et à la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents à effet du 1er janvier 2025. De préciser que cette autorisation ne vaut qu'en termes de sourçage et de dire enfin que la collectivité décidera ou non d'adhérer aux conventions proposées par le centre de gestion de la Marne qu'à l'issue d'une analyse de ses propres investigations et en considération d'une nouvelle délibération pour acter de son adhésion. Merci, Monsieur Doucet. Y a-t-il des questions, Monsieur Vattel? Oui, Monsieur le maire, chers collègues, pourquoi faire simple quand on peut compliquer? Donc j'ai bien compris que la démarche est obligatoire et elle s'impose à nous. C'est pas le propos n'est pas du tout là, hein, c'est pas là. Mais donc là, le centre de gestion va faire une étude avec les personnels de la ville de Châlons dans son potentiel nombre de bénéficiaires. La ville de Châlons pourra ne pas suivre les résultats de son étude. J'imagine donc, parce que je crois que Reims n'est pas dans l'étude, puisque Reims est à côté, c'est encore une autre démarche. Donc j'imagine que si le personnel de Châlons n'est pas dans la démarche, n'est plus dans le contrat potentiel, l'équilibre du contrat va plus être le même. Enfin, bien du plaisir au centre de gestion pour gérer ce dispositif obligatoire, simplifié, j'imagine, au niveau national. Donc bien, je voulais simplement appuyer là-dessus parce que on va faire nos recherches, comme vous l'avez dit. Les deux contrats sont pas forcément, sont pas les mêmes, parce qu'il y en a un qui s'applique tout de suite et l'autre la santé plus tard. C'est très simple et bien du plaisir au personnel de la ville aussi pour suivre ce dossier qui va se mettre en place dans des conditions compliquées. D'autres questions ou commentaires? Monsieur Doucet, éventuellement quelques éléments de réponse? Alors on ne peut nier que ce dossier n'est pas simple. Je rappellerai d'ailleurs que nos agents, à l'heure actuelle, peuvent souscrire une garantie prévoyance auprès d'un des organismes figurant sur la liste nationale des organismes labellisés à cet effet. Il s'agit donc d'une possibilité qui reste à l'initiative de l'agent. Lorsque l'agent, effectivement, décide de souscrire à une garantie prévoyance, nous participons en partie au financement de ces cotisations, selon un barème qui est décroissant en fonction de la catégorie de l'agent, puisque nous avions choisi de soutenir plus nettement les agents qui ont les traitements les plus modestes et un petit peu moins les agents des catégories B et A. Donc, nous sommes déjà en partie engagés dans une démarche de ce type. Mais évidemment, le passage à un contrat collectif à adhésion obligatoire va changer beaucoup de choses. C'est incontestablement une avancée sociale pour nos personnels, mais ça se traduira par un coût beaucoup plus conséquent pour notre collectivité, ce qui justifie d'ailleurs que nous prenions le plus grand soin dans l'étude des propositions qui seront faites, d'où la double démarche, par le centre de gestion d'une part et de manière autonome d'autre part, qui vous est proposée. À l'heure actuelle, j'ai déjà participé à 2 réunions du comité de suivi mis en place par le centre de gestion et qui évidemment comprend des représentants de toutes les organisations syndicales ayant participé aux élections des représentants au centre de gestion.
et des représentants de toutes les collectivités qui ont manifesté leur intérêt pour cette démarche et qui représentent un peu plus de 9000 agents, nous compris. Effectivement, lorsqu'on sera au terme de la démarche, si toutes les collectivités ne confirment pas leur adhésion, cela peut modifier certains éléments des offres. Mais normalement, cela devrait aussi être précisé dans les offres. Donc voilà ce que l'on peut répondre à votre préoccupation concernant d'éventuelles difficultés pour le centre de gestion en cas de retrait. On peut penser que les conventions qui seront proposées au centre de gestion seront plus avantageuses dans la mesure où il y a un nombre d'agents concernés plus élevé, mais ce n'est pas évident parce que chaque collectivité a des paramètres qui lui sont propres, en termes notamment de taux d'absentéisme, en termes de taux de maladie ou de congé maladie de longue durée. Et par ailleurs, il y a des organismes divers parmi ceux qui ont manifesté leur intérêt pour la démarche du centre de gestion. Et il y aura peut-être donc des propositions de niveau de cotisation qui seront différents selon la nature des collectivités. Donc voilà les précisions que je peux vous apporter à ce jour. Et évidemment, vous aurez tous les éléments d'appréciation nécessaires lorsque nous serons amenés à redélibérer au terme des 2 procédures engagées. Merci, Monsieur Doucet. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose donc de passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11. Toujours Monsieur Doucet, s'il vous plaît. Oui, cette délibération vous propose d'accepter une convention de mise à disposition de personnel au bénéfice de la communauté d'agglomération. Il s'agit en l'occurrence de mettre à disposition de la communauté pour 25% d'un temps plein le chef du service manifestation et transport de la ville qui aura la charge du service mécanique de la communauté d'agglomération. La convention qui figure en annexe du rapport prévoit cette mise à disposition pour une durée d'1 an à partir du 1er mars 2024, soit jusqu'au 28 février 2025. Merci, Monsieur Doucet. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 12. Je voudrais bien noter, avant que je passe la parole à M. Doucet, qu'il y a une petite coquille qui s'est glissée dans le titre de cette délibération. C'est bien convention de mise à disposition du personnel entre la ville de Châlons-en-Champagne et Apivia Massif Mutuel. Mais je suppose que M. Doucet va pouvoir nous préciser tout ça. Absolument, Monsieur le Premier adjoint. Merci d'avoir rectifié l'intitulé effectivement erroné. Nous avons un agent, Madame Nathalie Mayence, qui est agent de maîtrise principal, qui est chargé depuis un certain nombre d'années maintenant, pour le compte d'Apivia Massif Mutuel, d'exercer les fonctions d'administrateur à titre onéreux à hauteur d'un temps complet. Et donc, nous avons déjà consenti une mise à disposition de cet agent auprès de cette mutuelle. La convention en vigueur étant venue à son terme, il vous est proposé de la renouveler pour une période de 3 ans à compter du 2 mai 2024, date d'expiration de la convention précédente, soit jusqu'au 1er mai 2027. Bien entendu, la mutuelle en question rembourse à la ville de Châlons-en-Champagne l'ensemble du coût de l'agent ainsi mis à disposition. Merci, Monsieur Doucet. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Vattel. Juste une information, parce qu'on peut être fier de cet employé communal qui est actuellement la responsable nationale de la Massif Santé.
Donc on a une employée municipale qui a des hautes responsabilités dans la mutualité. Et je la félicite pour ma part et on peut en être fier. Merci, Monsieur Vattel. D'autres interventions? Monsieur Doucet, souhaitez-vous répondre à Monsieur Vattel? Non, je partage le sentiment de M. Vattel. Il convient toujours de saluer le rôle de nos agents lorsqu'ils rayonnent au niveau national. Eh bien, grâce à cet élément de réponse, il est important de préciser que nous nous retrouvons sur ce constat. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de passer à la délibération numéro 13, on vient de me faire parvenir les résultats de l'élection du 12e adjoint au maire de Châlons-en-Champagne. Il y avait donc 34 émargements, 34 enveloppes trouvées dans l'urne, donc 34 votants, 1 bulletin nul, 2 bulletins blancs. La majorité absolue, nombre de suffrages exprimés 31, la majorité absolue était de 16. Ont obtenu Madame Natacha Niquez 31 voix. Il convient donc de déclarer Madame Natacha Niquez élue et installée en qualité d'adjointe au maire de Châlons. Et je l'invite, si elle veut bien, à me rejoindre pour que je puisse lui remettre symboliquement son écharpe. Il paraît que j'ai fait écran à la caméra. J'espère quand même qu'on aura vu le beau sourire de notre collègue. Pardonnez-moi, je reprends donc l'ordre de nos délibérations et nous en étions à la 13. Monsieur Doucet, s'il vous plaît. Oui, nous avons arrêté le tableau des effectifs de la ville par une délibération du conseil municipal du 14 décembre dernier. Il convient aujourd'hui d'actualiser ce document pour l'adapter aux besoins de nos services par la création de 2 postes à temps complet dans le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique relatifs à la réussite au concours de ce grade de 2 agents du conservatoire, ce dont on ne peut que se féliciter. Créer également 2 postes à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux relatifs au changement de filière de 2 agents de la direction de la cohésion sociale. Et enfin, là c'est une véritable création, création d'un poste non permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à la direction générale, afin de mener à bien le projet suivant, accompagner les directions dans le cadre de la mise en place de l'administration unique. Il s'agit donc d'un contrat de projet créé pour une durée de 2 ans à compter du 1er mars 2024 et éventuellement reconductible. Il vous est donc proposé de décider de ces 5 créations et de fixer ainsi le tableau des effectifs de la ville à 778 postes, 2 emplois fonctionnels, 3 emplois de cabinet, 4 contrats de projet et 80 postes de saisonniers à compter du 1er mars 2024. Vous disposez en annexe du tableau détaillé de l'ensemble du tableau des effectifs. Merci, Monsieur Doucet. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 3, 4. 4 abstentions. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 14. Madame Niquez, s'il vous plaît.
Mes chers collègues, cette délibération concerne les appels à projets initiatives commerçantes. Le 14 décembre dernier, lors du conseil municipal, nous avons renouvelé notre enveloppe pour les appels à projets. Cette année, nous avons validé le fait de ne faire qu'une session en début d'année afin d'avoir une meilleure visibilité sur le planning annuel des manifestations. Les porteurs de projets avaient jusqu'au 31 janvier pour nous faire parvenir leurs dossiers. Nous avons donc reçu 14 dossiers qui ont été examinés en commission extra-municipale le 5 février dernier. À son issue, les projets suivants ont été retenus. Donc tout d'abord Sagaz à Chalon, qui va être porté par Axe Musique, qui aura lieu du 3 au 7 avril dans les cafés et restaurants, et donc pour une subvention à hauteur de 5 000 €. Ensuite, le Popoki, son barbecue géant, qui aura lieu le 26 ou le 27 avril sur la place de la République, avec une subvention à hauteur de 5 000 €. Le Redfish organise à nouveau la fête de la bière, qui aura lieu du 24 au 26 mai, place de la République, pour une subvention à hauteur de 5 000 €. On a le Repère, le bureau de tabac qui se trouve rue Léon Bourgeois, qui nous propose des animations pour dynamiser la rue suite aux travaux. Il se mettra en partenariat avec ses collègues la cordonnerie et puis la boulangerie, et qui nous propose le 21 juin, jour de la fête de la musique, le midi et le soir, un ambiancement donc sur la rue Léon Bourgeois, donc pour une subvention à hauteur de 4 200 €. Ensuite, on a le salon du bien-être, organisé par Association Z Events, qui aurait lieu le 29 septembre sous la halle du marché couvert et pour une subvention à hauteur de 900 €. Tapis Rouge qui nous propose ses apéros gourmands qui a lieu tous les deuxièmes vendredis de chaque mois sous la halle du marché couvert et l'été au Grand Jar avec une subvention de 1 500 €. Ensuite, le Sacobri nous propose Sacorali, donc le 18 ou le 25 août sur la place de la République. Ce sont des concerts tout au long de la journée. Montant de la subvention 2 500 €. Toujours le Sacobri qui nous propose et Saco Biker, donc c'est une concentration de manteaux. Ça aura lieu le 28 juillet sur la place de la République avec un montant de subvention de 2 500 €. Toujours le Sacobri qui nous propose son Saco Mode en partenariat avec 10 commerçants de l'équipement de la personne. Ça aurait lieu le 29 août sur la place de la République avec une subvention à hauteur de 5 000 €. Ensuite, le Sacobri qui nous propose ses Saco Concerts les jeudis, vendredis, samedis en août sur la place de la République, donc à hauteur de 2 500 € de subvention. Ensuite, il nous propose les terrasses d'ici et d'ailleurs, en partenariat avec Musique sur la Ville pour compléter l'offre du festival, les mercredis et jeudis du mois de juillet sur la place de la République, subvention à hauteur de 5 000 €. Et le Sacobri nous propose également un tournoi de pétanque du 12 au 16 juin sur la place de la République, subvention à hauteur de 5 000 €. Donc ça représente un montant total d'accompagnement à hauteur de 44 100 €. Donc ça représente 12 dossiers. Il y a 2 dossiers qui sont encore à l'étude, qui n'étaient pas aboutis et qui auront peut-être lieu sur un prochain conseil municipal. Voilà, je vous remercie. Merci Mme Nicaise. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Castillo. Oui, lors du dernier conseil municipal, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur l'utilisation de ces enveloppes, et notamment sur le respect de l'utilisation de l'argent public, puisque c'est de l'argent public. Et en ça, je remercie Mme Nicaise de nous avoir donné l'occasion d'éclaircir ces points-là et de penser qu'aujourd'hui, cette affaire, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, effectivement, à aider les commerces, tout en respectant un certain nombre de règles qui n'étaient pas évidentes au départ à comprendre, mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été éclaircies, et nos commerçants peuvent compter sur nous par rapport au système qui a été mis en place. Merci. Merci, Monsieur Castillo. D'autres interventions ou questions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Délibération est donc adoptée à l'unanimité.
Madame Niquet, je vous demande s'il vous plaît de rapporter le numéro 15 en l'absence de Madame Lisola, s'il vous plaît. Alors, cette délibération concerne l'indemnisation sur l'îlot Notre-Dame. Le 9 février dernier, le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre un dispositif d'indemnité pour les commerçants ayant subi un préjudice économique lors des travaux de l'îlot Notre-Dame. À ce jour, 5 dossiers ont été examinés lors des précédentes commissions et 2 nouvelles demandes ont été déposées, soit le IRL Digne-Lauriane, qui est le bureau de tabac, qui a été déposé le 19 novembre 2023, et la SELARL, la pharmacie Notre-Dame, qui a déposé un dossier le 4 janvier 2024. Les dossiers ont été examinés en commission d'indemnisation technique le 11 janvier dernier. Il vous est donc proposé de valider les propositions d'indemnité, soit le IRL Digne à hauteur de 28 461 €, qui correspond au préjudice du 15 octobre 2022 au 31 août 2023, et la SELARL pharmacie Notre-Dame à hauteur de 16 667 € pour la période du 15 octobre 2022 au 31 mars 2023. Je vous remercie. Merci Mme Niquez. Monsieur Namur pour les questions ou commentaires. Oui, les conseils se suivent et les questions restent les mêmes sur l'îlot Notre-Dame, même si on constate que les travaux avancent bien, que la végétation prend place, et c'est tant mieux. Néanmoins, toutes les questions d'accessibilité n'ont toujours pas évolué. Accessibilité personnes handicapées avec des places qui sont toujours ni faites ni à faire, excusez-moi, mais pour avoir vu des personnes en situation de handicap essayer de se garer à certains endroits, surtout pour sortir de leur voiture, et avoir un dévers à plus de 45 degrés et manquer de tomber sur la voie, il y a vraiment un sujet. À chaque fois, je le pose la question et ce n'est jamais réglé. Il y a 2 places, en tout cas que j'ai en tête, pour les personnes en situation de handicap qui posent ce problème, notamment celle qui a pas très loin de chez Petit Colin, et l'autre du côté de la pharmacie sur la place. Il y a vraiment un sujet et en tout cas, on le redit à chaque fois. Par ailleurs, il y a également un arrêt de bus qui pose problème devant quasiment la boutique ou la vitrine de chez Claire de Bay, puisque vous avez un arrêt de bus qui est à peut-être 60 cm à peine de la sortie d'une habitation. C'est-à-dire qu'un fauteuil roulant, tout comme une poussette, ne peuvent pas passer entre l'arrêt de bus et l'habitation. Alors, on m'avait répondu la fois dernière, c'est pas grave, la personne en situation de handicap ou la poussette peut passer devant l'arrêt de bus, sauf que devant l'arrêt de bus, il y a souvent des gens qui attendent le bus. D'où un problème supplémentaire. Mais à chaque fois, chaque conseil, à chaque fois qu'on aborde l'îlot Notre-Dame, on repose cette question, on me dit mais non, il n'y a pas de souci, sauf que à chaque fois, à l'issue des conseils, j'ai des personnes qui font le même constat que moi. Enfin, il ne faut pas être sorti, il faut juste aller voir et s'en rendre compte. Je vous remercie pour votre dernier conseil. Oui, mais dans le sens remarque et encouragement. Nous avons bien noté, notamment lors du dernier conseil, ces différentes remarques. Vous l'aurez remarqué, me semble-t-il, les travaux de l'îlot Notre-Dame ne se sont pas faits en un mois. Ça fait donc en gros un mois que vous nous aviez fait ces commentaires, et un peu avant, Monsieur Namur. J'ai bien entendu. Si je peux juste terminer mon propos. Donc, ces remarques ont été prises en compte. Les choses sont en train d'être étudiées. Il y a des choses qui sont en train. Martine Raguetli peut en témoigner sur d'autres informations ou remontées que vous nous aviez fait sur le vélo, par exemple. Les choses, les travaux ne sont pas livrés. L'inauguration va se faire, nous l'espérons, et on espère bien votre présence dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. Donc, oui, nous avons pris en compte ces remarques. Non, ça n'est pas terminé, ça n'est pas livré. Et oui, nous allons essayer d'y apporter des réponses concrètes, très précisément, sur à la fois ces places pour les personnes à mobilité réduite. C'est effectivement quelque chose de très important pour nous et pour les commerçants du coin, et sur cet arrêt de bus. Donc, non, ça n'est pas mis sous le tapis, c'est bien pris en compte. Et permettez-nous d'avoir encore un tout petit peu de temps avant la livraison définitive de ces travaux pour essayer d'y apporter des réponses les plus adaptées possibles. D'autres questions ou commentaires? Oui, Monsieur Namur. Tant mieux si ces commentaires sont pris en compte. En tout cas, si je le répète à chaque conseil, c'est bien parce que jusqu'à présent, nous ne voyons rien venir. Je l'entends,
Je l'entends que les travaux peuvent mettre du temps, et comme à de nombreuses inaugurations, en tout cas, bien entendu, je serai là. Eh bien, je vous remercie. Nous notons dès à présent votre présence et celle des autres collègues. Mais vous avez aussi souligné dans votre propos, juste avant, qu'il y avait aussi des choses qui continuaient à sortir de terre pour certains éléments. Voilà, donc les travaux sont toujours en cours. Les travaux ne sont pas livrés. Et à la livraison, nous espérons en tout cas pouvoir... La livraison, en tout cas l'inauguration, c'est prévu courant avril. Donc on fera en sorte, d'ici là, je l'espère, et nous y travaillons collectivement, y apporter des réponses à vos préoccupations que vous venez de nous remonter. D'autres questions ou remarques? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Juste avant de passer à la prochaine, je vous remercie, comme vous avez pu, mais c'est surtout pour le compte-rendu de ce Conseil, de noter que pour la délibération précédente, la numéro 14, Mme Zalewski était sortie de notre salle et n'a donc pas pris part au vote. Merci de le noter. Délibération numéro 16, Mme Raymond. Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, la ville et les associations chalonnaises, chacune dans leur rôle et dans leur mission, contribuent activement à la vie locale, à l'intérêt général et à la construction du lien social. Depuis le début de cette mandature, l'équipe municipale n'a eu de cesse de rappeler son intention de positionner les associations en tant qu'acteurs du territoire, en appui aux politiques publiques définies et mises en œuvre par la ville. Nous avons à ce titre fait le choix de maintenir à niveau constant, voire d'accroître pour soutenir les actions nouvelles ou le développement d'initiatives, l'enveloppe budgétaire dévolue au monde associatif. Comme les années précédentes, les associations chalonnaises ont été invitées à inscrire via le portail GMA leurs projets associatifs ainsi que les actions qui en découlent dans leur dossier de demande de subvention. S'agissant du secteur social santé, le CCAS travaille depuis des années avec les principales associations du secteur. Nous réfléchirons désormais à l'instruction des demandes de subventions en synergie avec le CCAS. L'objectif réside dans la coordination des actions des différents acteurs du secteur dans le respect de l'indépendance de chacune des entités. Cet échange annuel sur les subventions autour du CCAS sera donc l'occasion de partager les feuilles de route de chacun, de favoriser les synergies et la collaboration dans l'intérêt du territoire et des publics visés. En 2024, la ville de Châlons-en-Champagne va mobiliser plus d'1 500 000 € de subventions pour le secteur associatif. C'est un montant légèrement supérieur à 2023. Il vous est proposé d'autoriser les attributions de subventions que vous trouverez en annexe. Je vous remercie. Merci Madame Raymond. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Et en l'absence donc pour la Commission des affaires administratives générales de Gérard Lebas, qui est donc sorti de cette salle, je vous propose qu'on, à ce moment, par plus de facilité, qu'on passe au vote par commission. Donc pour la Commission des affaires administratives générales, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Pour la Commission des affaires culturelles, sportives, de la jeunesse et de la vie associative, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Pour la Commission des affaires sociales, de la santé et de l'éducation, en l'absence de Karine Bonne, Georges Castillo, Jackie de Liège, Fatima Djemaï, Josué Masson et René Doucet, qui ne prennent pas au vote et qui sont sortis de cette salle, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Pour la Commission des affaires économiques, du développement durable et de l'aménagement urbain, en l'absence de Julien Rousseau, Sabine Bourbrock et Gabriel Michel, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Cette délibération numéro 16 est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Oui, Monsieur Namur. Oui, après vote, Monsieur le maire, deux commentaires. Tout d'abord, une satisfaction, parce que je crois que c'est depuis 2010 que je suis élu au conseil municipal de Châlons, et c'est la première fois qu'on respecte cette réglementation qui est en vigueur, de sortir réellement lorsque l'on vote les subventions aux associations, et en tout cas, je vous en remercie. Ça, c'était le premier point. Le second, plus une question
De fond, alors c'est très bien au contraire qu'on accompagne nos associations, je pense notamment aux associations sportives. Néanmoins, j'attire votre attention sur les associations sportives qui occupent les espaces dédiés au sport de combat à Gérard Philippe pour y aller de temps à autre. Je trouve que c'est inadmissible la manière dont on accueille nos clubs sur ce site. Ces locaux sont quasiment insalubres à tel point que le club de Jiu-Jitsu, à un moment donné, avait reçu un arrêté ou une note, en tout cas leur explicitant le fait qu'ils ne pouvaient pas prendre de douche car il y avait un problème avec l'eau qui contenait des bactéries. Bref, on accueille des clubs, on les soutient, on dit qu'on les favorise, on essaye d'accueillir un maximum de jeunes et au final, on a des clubs qui se retrouvent dans des situations d'insalubrité certaines et je pense qu'il serait temps peut-être que l'on s'occupe de ces locaux-là parce qu'on parle du jiu-jitsu, on peut parler du taekwondo, on peut parler de la boxe. Bref, on a des clubs en développement qui accueillent nos enfants, qui font un gros travail de terrain et d'accompagnement de nos jeunes et on n'est pas capable de les accueillir convenablement. Et pendant ce temps-là, on va faire les beaux au gala de sport. Au gala de boxe, pardon. Monsieur Vattel. Oui, si on veut parler des choses anormales, je signale, mais vous le savez déjà, que dans les locaux de Secours Populaire, il n'y a pas d'eau courante. C'est quand même pas tout à fait digne d'une ville comme la nôtre. D'autres interventions? Il n'y a pas, bon, il ne faut pas opposer ni les manifestations, ni le travail que font au quotidien l'ensemble des associations de notre territoire. Soyez assurés que mes collègues Clémence Brémond et Floriana Panavoine attirent notre attention régulièrement en allant assister aux différentes assemblées ou aux événements proposés par ces associations. Nous investissons un certain budget assez conséquent sur l'entretien du patrimoine immobilier qui est lui aussi très conséquent sur notre ville. Nous sommes conscients que sur cet espace-là, il y a, et nous en sommes conscients, c'est pas, je ne vais pas vous dire que c'est pas vrai, c'est une réalité, vous venez encore une fois de nous alerter là-dessus, même si nous étions au courant. Il y a une réflexion qui est menée aussi par notre collègue Clémence Brémond sur la réorganisation des locaux associatifs, parce que effectivement aujourd'hui, il y a des locaux qui sont utilisés partiellement, qui ne sont pas pleinement utilisés. Il faut effectivement que de ce point de vue-là, il y ait un travail collectivement qui soit mené, à la fois de notre côté pour essayer de faire des travaux nécessaires dans ces locaux, mais il y a faire des travaux dans des locaux qui ne sont pas pleinement utilisés, c'est aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc ce travail est en cours, pareil, ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques semaines ni quelques mois, mais encore une fois, je prends note et nous prenons note et soyez sûrs que des choses concrètes seront entamées, proposées pour essayer de permettre à ces associations de poursuivre leur action à destination des citoyens chalonnaises et chalonnais, et pas que, des habitants de notre territoire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il... Non, pardon, c'était après vote, donc on a déjà voté. C'était des interventions après vote. Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 17, Madame Bonne, qui n'est pas rentrée. Eh bien, si vous le voulez bien, le temps que Madame Bonne revienne, ça y est, nos collègues vont reprendre place. Madame Bonne, nous attendons donc pour la délibération numéro 17, s'il vous plaît. Et oui, je crois que c'est vous, Madame Bonne, effectivement. Merci. Alors, mes chers collègues, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Châlons-en-Champagne, en sa qualité de ville traversée, accueillera le passage du relais de la flamme olympique le 30 juin 2024 et le passage du relais de la flamme paralympique le 26 août 2024. Parmi les différents échelons du territoire, la ville est l'acteur central du relais de la flamme paralympique.
Dans ce cadre, des animations actives, gratuites et ouvertes à toutes et à tous, sportives et culturelles, seront organisées et participeront notamment à la sensibilisation de la population à la thématique du handicap. Afin d'organiser la collaboration entre Paris 2024 et la ville de Châlons en Champagne, il convient de conclure une convention ville-étape relais de la flamme paralympique. En conséquence, il vous est demandé d'approuver les termes de la convention en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tout autre document qui s'y rapporterait. Je vous remercie. Merci Karine. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La numéro 18, Madame Guillaume. Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, la ville de Châlons adhère depuis 2019 au dispositif Plateau. Cette adhésion se traduit par une convention cadre de partenariat sur 3 ans avec la région et le versement d'une subvention annuelle. Plateau, c'est le dispositif porté par la région Grand Est qui vise à faciliter l'accueil d'équipes de tournage. Pour les collectivités, y adhérer, c'est une opportunité de valoriser son territoire et d'assurer sa promotion en étant un lieu de tournage de films, de séries de télé, de courts-métrages, de longs-métrages. Nous avons renouvelé en 2022 notre adhésion à ce dispositif. Et à ce titre, nous vous proposons ce soir d'autoriser le versement pour l'année 2024 de la subvention de 10 000 €. Merci de votre attention. Merci Madame Guillaume. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 19, Madame Bourbrock. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, cette délibération concerne les frais de scolarité des enfants donc des communes extérieures au territoire chalonnais qui sont scolarisés en unités localisées pour l'inclusion scolaire, ce qui sont plus familièrement connus sous le nom d'ULIS. Donc nous avons à Châlons 9 enfants qui viennent d'autres communes et l'objet de cette délibération, en application des dispositions du Code de l'éducation, donc l'article L212-8 et l'article R212-21, c'est de notifier autoriser le maire à notifier aux communes de résidence de ces enfants la participation aux frais de scolarité. Donc le montant a été calculé à partir du coût des élèves en élémentaire, puisque les ULIS ne concernent que des sections élémentaires. Il vous est donc demandé de décider le principe d'une participation aux charges de fonctionnement de 567 € par an par élève au titre de l'année scolaire 2022-2023, soit un montant global de 5 103 € qui sont à répartir sur les communes de Saint-Gébrien, Pogny, Saint-Pierre, Saint-Hilaire-au-Temple, Compertry, Juvigny et Ressy. Merci Mme Bourbrock. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 20, Monsieur Gabriel Michel, s'il vous plaît. Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, en complément de ses compétences légales, le Centre communal d'action sociale intervient dans le champ social et familial pour le compte de la ville, qui lui verse à ce titre une subvention de fonctionnement. Compte tenu de ressources supplémentaires qui proviennent de la caisse d'allocation familiale et de charges moindres, la subvention proposée s'établit pour cette année à 3 300 000 €, soit 300 000 € de moins qu'en 2023. Nous proposons donc à l'Assemblée délibérante d'attribuer au CCAS une subvention de 3 300 000 € au titre de l'année 2024. Je vous remercie. Merci Monsieur Michel. Monsieur Vattel pour des questions. Et Monsieur le maire, chers collègues, je voudrais profiter de cette délibération et de la subvention de 3,3 millions pour exiger, ou pour que nous exigions, d'ailleurs, je voudrais bien que ce ne soit pas être le seul, que notre CCAS mette à l'abri les 4 enfants et leurs familles qu'ils laissent dormir dans la rue de Châlons depuis l'automne, et cela le temps nécessaire à solutionner leur dossier. Je vous en remercie d'avance.
Est-il d'autres interventions sur cette délibération? Monsieur Vattel, je vous remercie déjà de vos propos plus mesurés à l'oral. C'est effectivement une question importante. Et effectivement, vous aviez pu avoir des propos un peu plus vifs il y a quelque temps sur cette question. Je comprends. Je finis juste mon propos. Je finis juste mon propos, Monsieur Vattel, si vous voulez bien. Cette question est importante, mais elle nécessite de garder mesure sur la manière dont on peut s'adresser les uns aux autres et quand on veut, effectivement, essayer de résoudre collectivement ce genre de problématique. Madame Chaillard, est-ce que vous souhaitez apporter des éléments de réponse? Bon, déjà, l'accueil de cette famille sur le territoire de Châlons, c'est une famille qui est suivie par la préfecture, parce que je vous rappelle que ça ressort de la préfecture. Toutes les associations sont là pour accompagner. Des solutions ont été proposées à cette famille depuis très longtemps. Ils refusent toutes les propositions qui leur sont faites de relogement. Voilà. Après, c'est un choix des individus de faire en sorte que leurs enfants soient protégés et d'accepter des solutions totalement humaines qui leur sont faites. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je ne rentrerai pas dans la polémique avec Monsieur Vattel. Merci Madame Chaillard. Monsieur Vattel. Oui, je ne polémique pas là. Vous faites référence à un courrier qui était privé, donc vous pourrez en parler si vous voulez, mais il était privé. Et je l'assume complètement. C'est vrai que c'est un dossier compliqué. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà reconnu. Je n'ai pas connaissance qu'un logement leur a été proposé à Châlons et qu'il l'ait refusé. Mais et je sais aussi la position du préfet sur ce dossier qui nous facilite pas la vie, indiscutablement. Mais lorsqu'une autorité donne des consignes illégales, on n'est pas obligé de les suivre. Et à ma connaissance, en France, il est encore pas interdit de mettre à l'abri des gens qui sont en danger. Donc, je propose qu'on leur trouve une solution de logement le temps que leur dossier soit... parce que ces enfants, ils sont à la rue. Il y a 4 gamins qui dorment sous une tente dans la rue. Et qu'ils soient chinois, mexicains, albanais, français ou je ne sais quoi, on ne peut pas dormir à la rue en 2023 à Châlons, en Champagne, alors qu'il y a des logements qui peuvent les accueillir. Alors après, chacun regarde ça comme il veut, mais enfin, c'est 4 gosses qui sont à la rue, 4 enfants. Heureusement qu'ils vont à l'école, parce que sinon ils se refroident toute la journée. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des complications, qu'il y ait des difficultés, mais on ne les laisse pas dehors, point. En France, on ne laisse pas les enfants à la rue, c'est tout. Madame Chaillard. Alors pour rappel, c'est une responsabilité de l'État. Si l'État a fait toutes les propositions dans une parfaite légalité, à eux d'accepter ou de ne pas accepter. Ce sont des personnes qui n'auront pas le droit d'asile, qui ont un OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. Et si vous êtes si ému de leur situation, je vous propose de les héberger. Alors là, si vous voulez, heureusement qu'il y a des populations chalonnaises qui les hébergent, des associations qui les hébergent, qui leur payent l'hôtel, sinon ils seraient, à mon avis, dans un état pire qu'aujourd'hui. Oui, il y a déjà des Chalonnais qui ont plus de cœur que d'autres. Et heureusement, parce que sinon, ils auraient été à la rue depuis l'automne. Donc ils sont logés chez les gens parfois, dans les hôtels quand les gens peuvent le payer, et ils sont accueillis les week-ends pour qu'ils soient au chaud. Oui, il y a des gens qui le font. Et c'est des gens que je connais bien, et des associations qui sont respectables. Oui, on peut le faire. Et on le fait. Heureusement qu'on le fait. Sinon, les pauvres, ils seront dans un état malheureux. Monsieur Castillo. Quel que soit ce qu'on peut penser de ce projet, les propos de Mme Chaillard sont inadmissibles. Tout ? Bon. Je pense qu'effectivement, un certain nombre d'éléments de réponse ont été apportés. La solidarité, M. Vattel venait d'en parler, joue sur le territoire. Vous venez de le dire. Les associations également, les associations d'aide sociale, en tout cas, ont aussi fait des propositions d'accompagnement. Nous sommes effectivement conscients que cette situation d'une famille... Non mais M. Vattel, c'est une réalité. Mais encore une fois, il y a effectivement un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, de propositions d'accompagnement.
ça n'est effectivement pas satisfaisant. Maintenant, il faut effectivement, vous ne pouvez pas parler, en tout cas, de décision illégale. Il y a un cadre légal qui accompagne l'ensemble de ces propositions et de cette. Non, mais Monsieur Vattel, vous ne pouvez pas dire que vous assumez vos propos sur le fait de dire ce sont des décisions illégales. Ça n'est pas vrai. Que vous ne soyez pas d'accord avec ces positions, vous avez le droit de l'exprimer, il n'y a aucun sujet. Maintenant, vous ne pouvez pas les qualifier d'illégales. C'est juste là-dessus que je voulais attirer votre attention. Voilà. Et quant à M. Castillo, j'entends, encore une fois, restons mesurés. Restons mesurés dans les propos. Il n'y a pas de... Non, mais on ne fait pas de reproches personnels. Il y a des choses où on essaie de parler d'un dossier et d'une situation de personnes, voilà, d'une famille. Donc on essaye de se respecter dans la manière d'aborder ces débats au sein de cette Assemblée. Monsieur Vattel, pour une dernière intervention. Et je terminerai là-dessus. Si l'un d'entre nous ne porte pas secours à une personne en danger, il a le droit d'être condamné. Alors, ce n'est pas parce que c'est un préfet qu'il faut faire comme ça qu'il a raison. C'est illégal. En France, on n'a pas le droit de laisser en danger des personnes. C'est comme ça, j'y peux rien. Et si c'est interdit par la loi, c'est illégal. Et je persiste et je signe. Une fois que j'ai pu prendre connaissance de vos différentes interventions, je vous propose donc de passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Madame Chaillère, pour la délibération numéro 21, s'il vous plaît. Par cette délibération, il vous est proposé d'attribuer une subvention d'équipement au CCAS pour l'aménagement des sites Eugénie-Cotton. On a commencé à transférer, de faire un accueil pour les personnes âgées au centre Eugénie-Cotton en accueillant le CLIC et l'Office des seniors. Dans la salle, vous nous aviez soutenu en 2023 pour aménager la salle Saint-Jacques. Et maintenant, le projet global consiste à en faire vraiment un pôle avec un guichet unique et de transférer à la cuisine centrale la livraison des repas pour que ce soit plus proche, pour nettoyer les camions, etc. Donc la subvention demandée de 450 000 euros, la montant, la subvention de 200 000 euros, et pour faire les travaux qui vont consister à déménager et à équiper les bureaux auprès de la cuisine centrale pour que l'administratif se fasse là-bas, et les camions et lavage des camions également à proximité de la cuisine, ce qui est totalement logique, ce qui va libérer des surfaces à Eugénie-Cotton pour continuer l'aménagement du guichet unique. Merci. Merci Mme Chaillère. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La numéro 22, M. Guillemot. Oui, monsieur le premier adjoint, chers collègues, il s'agit d'une acquisition d'une parcelle sur le futur parc de détente et de loisirs au Mont-Héry. Monsieur et madame Fayol, qui sont propriétaires d'un verger sur cet espace, ont émis le souhait de céder la parcelle d'une contenance de 25 ar 55. Par courrier d'octobre 2023, une proposition de prix à 4,70 € le mètre carré, soit 12 008,50 € a été émise et acceptée par courrier. La ville souhaitant poursuivre la maîtrise foncière dans ce secteur, il est proposé à l'Assemblée de bien vouloir voter cette délibération d'acquisition de cette parcelle, donc au sein du parc de détente de loisirs du Mont-Héry. Merci M. Guillemot. M. Vattel pour les questions. Une question, il reste encore combien de parcelles à acquérir dans ce secteur-là? On est à peu près propriétaire aujourd'hui de un petit 2/3, à peu près. On commence à avoir maintenant des ensembles de parcelles qui représentent des parties agglomérées intéressantes. On a encore quelques espaces qui sont un petit peu éparses et on est en train de travailler sur un plan d'action pour maintenant valoriser ces espaces, maintenant qu'on a des choses qui sont intéressantes et que l'on peut étudier. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en parler, mais le dossier est sur la table. Merci de ces éléments de réponse. Mme Thibert et après M. Castillo. Oui, monsieur le premier adjoint, chers collègues, j'ai une partie de réponse à ma question, à savoir est-ce qu'on a un début de commencement d'idée de ce futur parc de détente? Juste avant que
vous puissiez apporter des éléments d'approche, je vous propose qu'on prenne la deuxième question qui était M. Castillo, et vous pourrez faire une réponse d'ensemble, s'il vous plaît. Oui, je connais quand même un peu de secteur. Effectivement, là, ça paraît un peu imbriqué tout ça, hein, mais pour connaître bien le secteur, c'est vrai qu'il y a quand même les grosses parcelles sont occupées par des gens qui sont vraiment sédentarisés. Donc là, on a un problème là, parce qu'effectivement, il y a plein de petites. Voilà, je me suis amusé à compter cet après-midi pour répondre à ce que Dominique disait. J'ai pas réussi à compter tout, mais c'est vrai que les parcelles les plus dures sont pas encore attaquées, hein, je pense, et que ça va être compliqué, je pense, parce que les gens sont vraiment sédentarisés. C'est souvent des gens du voyage sédentarisés, d'où la complexité de la question. C'est la complexité, c'est ce qu'on veut aussi faire, hein, c'est d'éviter d'avoir cette urbanisation sauvage. Ça a été le projet depuis le début, que d'acquérir ces surfaces pour éviter cette urbanisation sauvage, qui nous obligerait ensuite à un aménagement de l'autre côté de la nationale. C'était le projet initial. On continue à en acheter. Il y a encore d'autres projets qui sont là en cours d'études avec le notaire. On a encore une surface qui va bientôt également vous être présentée, une grosse surface, pour reprendre votre terme, qui vont venir compléter ces acquisitions. En fait, si vous voyez un petit peu cet espace du parc de détente, il y a le chemin entre les deux, hein, il est coupé en deux. Donc il y a la partie plus vers Reims, où il y a encore vraiment des parties qui sont très très éparses. Par contre, la partie qui est plutôt au sud, donc à droite de ce chemin, là on commence à être pratiquement propriétaire de tout. Et on va encore compléter ça avec une dernière acquisition prochainement. C'est là où on a plutôt des choses intéressantes à faire. Mais oui, on a un problème avec des gens du voyage qui se sédentarisent. Pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, on a acheté une surface et c'était la condition. L'argent ne serait versé aux vendeurs que quand il serait vide de tout occupant. Ça a été un peu compliqué. Donc c'est une condition pour qu'on acquiert ces surfaces, évidemment. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas, je vous propose donc qu'on puisse passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je n'en vois pas, des délibérations donc adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Numéro 23, Madame de Vallès. Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, cette délibération concerne la régularisation d'une emprise en nature de trottoir rue Croix-Milson. Elle aura pour conséquence un avenant au bail amphithéotique au profit de Novabitat. Novabitat bénéficie de ce bail depuis 2022 jusqu'en 2061 à l'effet de rénover le bâtiment existant 6-15 rue Croix-Milson. Cependant, il a été constaté qu'une emprise de nature de trottoir a bénéficié d'une modification parcellaire pour 153 m² et qu'il convient donc d'incorporer cette nouvelle parcelle au bail initial au profit de Novabitat. Il vous est demandé d'approuver cette modification du bail et autoriser le maire à signer ainsi qu'à réaliser les actes relatifs à son exécution. Je vous remercie. Merci Madame de Vallès. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. En l'absence de Gérard Lebas, qui ne prend donc pas part au vote, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Délibération donc adoptée à l'unanimité. Numéro 24, Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, permettez-moi de lier les deux délibérations, la 24 et la 25. Ces deux délibérations portent sur des servitudes liées au déploiement du réseau de chaleur. La première concerne 3 parcelles rive gauche pour le déploiement à venir, une parcelle appartenant à JDE Expansion et les 2 autres à Novabitat, tandis que la seconde délibération porte sur la régularisation de servitude pour 6 parcelles situées rive droite où le déploiement a déjà eu lieu. Sur ces 6 parcelles, 4 appartiennent à Novabitat et les 2 autres aux associations foncières de Ressy et de Saint-Martin. Vous est donc demandé de bien vouloir approuver ces conventions. Merci Monsieur Rousseau. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. En l'absence de Gérard Lebas et de Jérôme Matt qui ne prennent donc pas part au vote, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je n'en vois pas. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 25, Monsieur Rousseau. Ah bah oui. Bon alors, si vous êtes d'accord, on passe donc directement au vote, à moins qu'il y ait des questions sur cette délibération. Merci Monsieur Rousseau.
Je vous propose donc de passer au vote, toujours en l'absence de messieurs Lebas et Matt, qui ne prennent donc pas part au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lebas et Matt peuvent donc rentrer. Et délibération numéro 26, monsieur Guillemot. Oui, monsieur le premier adjoint, chers collègues, il s'agit d'un avis sur l'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 11 novembre 2023, la communauté d'agglomération de Châlons a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de modification du PLU de Châlons-en-Champagne, qui poursuit 3 objectifs. Le premier est de reclasser la cité Saint-Martin, une friche anciennement militaire, en zone mixte du PLU alors qu'elle est aujourd'hui partiellement destinée aux activités économiques. Faire évoluer l'orientation d'aménagement et de programmation relative à l'aménagement du quartier du Mont-Héry et rectifier une erreur matérielle du règlement graphique sur ce même secteur datant de la dernière révision du PLU. Le dossier de modification doit être approuvé en conseil communautaire, mais l'article du Code général des collectivités territoriales dispose que les décisions du conseil d'un établissement public, d'une EPCI, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. Donc l'enquête publique a eu lieu du 6 décembre au 4 janvier. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 8 janvier 2024 en mettant un avis favorable du dossier sous réserve de la prise en compte des remarques émises par notamment le pôle d'équilibre rural et territorial, la chambre d'agriculture, la direction des affaires culturelles et la direction départementale des territoires. Ces observations ont bien sûr été prises en compte et les corrections apportées au dossier pour son approbation. Celui-ci aura lieu au prochain conseil communautaire prévu le 11 avril et donc il vous est demandé d'émettre un avis quant à l'approbation de la modification du PLU. Merci, monsieur Guillemot. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Vattel. Désolé. Le PLU donc, change, c'est un document vivant, c'est normal. Est-ce que l'on sait s'il y aurait possibilité de modification à cause des simplifications qu'on annonce au niveau national sur les zones rurales et alentours, et si c'était le cas, est-ce qu'on a une date où ça arriverait? Parce que pour l'instant, c'est effectivement assez on va dire, compliqué à suivre. Mais est-ce qu'on a déjà des éléments sur l'artificialisation ou je ne sais, qui pourraient nous amener à changer nos règles locales ou pas? Bon, a priori, pour l'instant, c'est trop tôt. On attend les textes. Donc, on peut pas répondre à cette question pour l'instant. C'est vraiment trop tôt. C'est la réponse. C'est ma réponse. Merci. D'autres? Non? C'est bon? D'autres questions sur ces délibérations? Je n'en vois pas. Je vous propose donc qu'on puisse passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Délibération. Donc, mon oreillette me souffle qu'il faut donc que nous précisions pour le rapport et que cet avis est donc, nous rendons donc un avis favorable. Je n'avais pas noté d'abstention, pas d'opposition. Délibération donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le numéro 27, Madame Raguetli, s'il vous plaît. Monsieur le Premier adjoint et chers collègues, cette délibération numéro 27 a pour objet le plan de ravalement de façade obligatoire et la subvention d'opération. Par délibération du 14 décembre 2017, la ville a décidé le lancement du 3e plan de ravalement obligatoire des façades, modifié par délibération du conseil municipal du 13 octobre 2022. Un crédit de 25 000 € à répartir pour 2024 a été voté. Il y a 4 dossiers en campagne numéro 3 et un dossier hors secteur, le tout pour un montant de 13 487,28 €. Merci. Merci Madame Raguetli. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose donc qu'on puisse la soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le numéro 28, Monsieur Guillemot. Oui, monsieur le premier adjoint, chers collègues, avant de passer à la délibération 28, je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à la question de Martine Thibert tout à l'heure à propos du parc de détente. Je n'ai pas répondu à la question que vous m'avez posée. Quand je dis qu'on a un début de projet,
on étudie des pistes. Et c'est pas juste pour vous répondre comme ça. Le maire m'a demandé de travailler maintenant sur un projet qui met fin en fait à ces acquisitions foncières, puisque nous, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, nous arrivons à un seuil critique qui nous permet aujourd'hui d'envisager de valoriser ces acquisitions. Donc oui, on a des pistes, mais c'est vraiment trop tôt. Pour vous donner quelques éclairages, on a rencontré la Chambre d'agriculture notamment, et on a rencontré d'autres opérateurs d'aménagement. Donc on commence à regarder ce qui est possible de faire. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous dire ce qu'on va faire, puisqu'on est vraiment en train d'enclencher des démarches. Alors maintenant, sur la délibération 28, il s'agit donc de la rénovation urbaine du quartier Schmitt, et notamment sur son volet commercial. Vous vous souvenez qu'en délibération le 16 novembre 2023, le Conseil a approuvé le lancement de la phase de concertation préalable sur le projet de rénovation urbaine sur le volet commercial du quartier Schmitt. Je vous rappelle que ce projet de rénovation urbaine entend redonner un sens au cœur de celui-ci en apportant une qualité paysagère, environnementale aux espaces publics, en créant également des liaisons entre les différents secteurs et enfin en ouvrant le quartier vers la ville, notamment en prolongeant les liaisons intersecteurs vers Chanzy, le canal et le centre-ville, et tout en améliorant l'accessibilité et l'attractivité du parc Charcot. En 2020, la collectivité a mandaté le cabinet d'architectes urbanistes Atelier Choiseul afin de l'accompagner dans cette réflexion. Il a notamment été identifié les nécessités d'intégrer une dimension commerciale aux réflexions. Ainsi, un second cabinet a été mandaté pour apporter une analyse commerciale à l'étude menée afin de mieux comprendre les enjeux commerciaux du quartier et les rattacher au projet urbain en identifiant les opportunités foncières. Il est ressorti de cette étude urbaine l'identification de 4 cellules commerciales situées rue Émile Schmitt et qui concentreront l'essentiel des interventions de la collectivité. Le projet d'aménagement se veut global, visant principalement la création d'une offre commerciale renouvelée implantée au cœur du quartier entre le Mail Schmitt et le parc Charcot. Le projet d'acquisition des cellules commerciales entrant dans le cadre des dispositions de plusieurs articles du Code de l'urbanisme, il y a eu lieu d'engager une phase de concertation préalable à la mise en œuvre de cette opération. Pendant 45 jours, entre le 1er décembre et le 14 janvier, les modalités de concertation retenues ont été effectuées, à savoir 1. Une information du public sur le site internet de la ville de Châlons. Des articles d'ailleurs ont suivi dans le journal L'Union à plusieurs reprises entre novembre et début décembre. Deuxième modalité de concertation, l'organisation d'une réunion publique d'information auprès des riverains. Elle a eu lieu le 8 décembre 2023 au centre Schmitt, centre culturel de Schmitt, afin de présenter le projet aux riverains, et il y avait 18 personnes présentes à cette réunion qui étaient d'une très grande qualité. Et puis la troisième mesure, c'est la mise à disposition au public d'un dossier de présentation du projet, accompagné d'un registre permettant d'y consigner des observations. En parallèle de toutes ces démarches, les propriétaires concernés ont été rencontrés, ils sont au nombre de 4, par les services et par moi-même, le 12 octobre 2023, afin que leur soient exposer les avancées sur le projet et leur expliquer le principe de la déclaration d'utilité publique avant de lancer la concertation préalable. Les propriétaires sont plutôt favorables au projet. Au regard de l'intérêt général pour le quartier, ils ont compris que l'objectif de la collectivité est de réaliser une acquisition à l'amiable de leurs biens, mais aussi ont compris l'enjeu de l'outil de la déclaration de l'utilité publique portant sur leurs biens. Ils ont notamment bien compris que l'objectif, c'est de ne pas utiliser finalement l'outil et d'arriver à une solution amiable, ce qui en tout cas est recherché par la collectivité. Conclusion de tout ça, le bilan de la concertation donc fait ressortir un certain consensus sur l'opportunité de l'opération. Le projet est globalement bien accueilli par les riverains puisqu'il permet une transformation du tissu commercial existant, qui en a bien besoin et qui est en difficulté, et espère mettre fin au sentiment d'insécurité qui peut être ressenti sur le site actuel.
Pour cette raison, il convient de solliciter auprès du préfet de la Marne la déclaration d'utilité publique de l'opération d'innovation urbaine du quartier Schmitt, volet commercial, au profit de la ville de Châlons-Champagne en sa qualité de maître d'ouvrage. Et donc, il vous est demandé à la fois d'approuver le bilan de la concertation préalable, vous avez tout le dossier qui vous a été remis dans les documents, et d'autoriser le maire à réaliser toutes les sollicitations auprès du préfet, comme je viens de l'indiquer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guillemot. Monsieur Vattel pour les premières questions. Et des remarques et des questions. Effectivement, la réunion publique était très intéressante et les gens étaient positivement, voyaient le projet positivement, on peut le dire, tout le moins les personnes qui étaient là, mais enfin, tout le monde pouvait venir. Hein. Donc c'était déjà pas mal. Je vais redire un peu ce que j'avais évoqué ce jour-là, donc ça ne surprendra pas M. Guillemot, mais tout le monde n'y était pas. Je crois qu'il faut quand même qu'on réfléchisse, en plus du remplacement, ou du déplacement plutôt des commerces, des cas de commerce en question, si on n'a pas des pistes à creuser pour élargir l'offre commerciale, des commerces qui pourraient être intéressés pour s'ajouter aux cas de commerce qui sont là. Alors, il ne suffit pas de le dire, je le concède, mais je pense qu'on devrait avoir cette idée-là en tête en permanence. Et puis, on a pu tous constater au niveau de la sécurité, puisque vous évoquez la question, qu'il y avait les questions de sécurité autour de la drogue, comme chacun y pense parfois, mais il y avait aussi la vitesse des véhicules. Il se trouve que quand on est sorti de cette salle-là, il y a des véhicules qui sont passés comme des balles sur l'avenue Schmitt, sur la rue Schmitt ou l'avenue, je ne sais plus comment elle est. Et là, il y a quelque chose qu'on peut faire sûrement plus vite. Enfin, il y a quelque chose à faire parce que c'était vraiment surprenant. Enfin, on était sur le trottoir, ça tombe bien, mais c'était mieux. Hein. Et puis, alors, dans les remarques que parce que je suis parti de ceux qui ont participé à l'enquête publique, j'avais évoqué le lien, ici en conseil, je crois d'ailleurs, hein, une fois, du lien entre donc le quartier Schmitt et le nouveau quartier qu'on est en train de réaliser avec la caserne. Je crois que c'est l'occasion, puisque et c'est une chance ou un problème, mais grâce à la nouvelle qualification du quartier que notre député a obtenue, on va avoir plus de temps pour travailler le dossier et on pourrait intégrer dedans Gérard Philippe, qui se trouve juste au milieu et qui, on en a parlé tout à l'heure, a bien des besoins dont on pourrait profiter pour profiter de ces opérations-là pour essayer de voir comment on peut l'intégrer, le travailler pour le lien, puisque c'est entre les deux. Alors je sais qu'il y a des contraintes des monuments historiques comme partout à Châlons, mais bon, on peut aussi créer des monuments historiques qu'on défendra dans 200 ans, donc peut-être qu'il y a à travailler là-dessus. Mais je pense qu'il faudra ajouter aussi ce complexe-là qui est à la fois au milieu et qui, de ce fait, est un obstacle physique pour le lien entre les deux quartiers. Donc là encore, ça mérite un travail complémentaire qu'on va heureusement ou malheureusement avoir le temps de mener. Et je dirais heureusement parce qu'un quartier, ça ne se fait pas pour 15 jours, donc autant pas rater cette grosse opération de rénovation dans notre ville. Merci, Monsieur Vattel. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Guillemot, pour quelques éléments de réponse ou précision. Oui, merci, Monsieur le Premier adjoint. Alors, le projet commercial, vous avez raison, je me souviens très bien des propos que vous avez tenus pendant cette réunion, et le projet, depuis, s'est affiné. Et j'ai effectivement quelques réponses plus précises à vous donner que ce que j'avais lors de cette réunion publique. Alors, à ce stade, évidemment, le nouveau centre commercial doit prévoir une supérette de 300 mètres carrés de surface de vente, hors réserve, une boulangerie de 150 mètres carrés, une pharmacie de 250 mètres carrés. Et puis, effectivement, on imagine aussi en option, donc c'est à étudier également avec le promoteur qui, en tout cas notre partenaire qui va pouvoir construire ce bâtiment, un local à vocation tertiaire. Pourquoi pas retrouver une profession médicale
qui a pu être perdu par les années passées. En tout cas, ça fait partie de cette réflexion d'aller un petit peu plus loin que uniquement requalifier, remettre les commerces dans une même quantité. On aura également une vingtaine de places de stationnement, un accès arrière évidemment pour les livraisons. Il faut aussi se dire que le dimensionnement de cet équipement doit rester mesuré pour prendre en compte l'environnement existant, puisqu'il y a également des cellules commerciales vacantes voisines qui sont sur le quartier, dont il ne faut pas créer une concurrence qui deviendrait insoutenable. Je précise par exemple qu'il y a une cellule disponible de l'ancien coiffeur, rue Schmitt. Le local est plutôt alloué, mais en vente, mais la vente n'est pas exclue par le propriétaire. On a également un commerce de voitures, ça c'est pour les informations nouvelles, un commerce de voitures qui vient de s'installer à la place de l'ancienne pizza. C'est de la location, de la vente. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que le café des terrasses fait partie aussi de ce qu'on regarde attentivement. Aujourd'hui, le propriétaire de l'immeuble aménage des logements à l'étage et il voudrait louer le rez-de-chaussée en bar. Il a même acheté la licence pour faciliter la location future. Voilà, donc on est sur un quartier qui se prend en main aussi. Et le projet que nous avons viendra conforter ces informations-là, mais le dimensionnement doit tenir compte de l'ensemble des autres initiatives qu'il peut y avoir. Sur la sécurité, je me souviens également de votre propos. Dans les projets d'aménagement que nous avons commencé à étudier, notamment sur la rue Émile Schmitt, effectivement, nous avons regardé comment on pouvait faire des rehaussements sur des plateaux qui permettent de limiter la vitesse. Donc ça fait partie des éléments que nous avons pris en compte. Et puis sur la liaison entre Schmitt et Chanzy, ça fait partie du projet tel qu'on a pu l'imaginer dès le départ. Et notamment, on a étudié comment on pouvait faire de Gérard Philippe un élément du quartier, alors qu'en réalité, aujourd'hui, Gérard Philippe tourne le dos à Schmitt. Et tourne le dos de par la façon dont il est construit concrètement. Et l'ouverture de Schmitt l'ouverture de Gérard Philippe sur Schmitt n'est pas évidente à appréhender. Parce qu'en fait, il est ceinturé côté Schmitt par des ensembles de constructions qui rendent complexe l'ouverture de Gérard Philippe sur le quartier, quand bien même c'est une excellente idée que de faire de cet élément structurant de notre collectivité un élément structurant aussi du quartier Schmitt. Et puis sur le lien entre Schmitt et Chanzy, effectivement, c'est étudié et c'est regardé du côté du chantier Chanzy. Merci Monsieur Guillemot. Monsieur Chauvière, est-ce que vous souhaitiez apporter des éléments complémentaires sur la question de sécurité soulevée par Monsieur Vattel? Oui, Monsieur Vattel, vous avez raison sur le fait que sur la rue Schmitt, les voitures circulent très rapidement et donc c'est un constat que nous avons. Le constat pour cela, nous avons mis en place des contrôles un peu plus souvent. On accentue avec la police nationale les contrôles. Et nous ajoutons avec ces contrôles la vidéo-verbalisation. Merci Monsieur Chauvière. Je vous propose qu'on puisse donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas, cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Et je reconfie la présidence à Mme Bourbrock pour revenir sur la délibération numéro 8. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Donc, nous reprenons nos travaux sur la délibération numéro 8. Donc, j'ai sous les yeux l'annexe et le courrier de la Société Générale adressé à la Maison Saint-Joseph. Je vais vous faire lecture de la proposition de prêt à taux fixe environnemental et social, objet du financement acquisition immobilière travaux, type de financement prêt à taux fixe, montant du financement 2 200 000 €, durée totale du financement 240 mois, date 29 janvier 2024, modalité de remboursement amortissable en 240 échéances mensuelles, soulte de remboursement anticipé possible, taux d'intérêt nominal 3,81% l'an,
hors assurance. Commission d'études et de montage, 1,90 €. Garantie, collectivité locale, conseil départemental, ville de Châlons et hypothèque pour le montant total du prêt. La garantie était également sur le montant total du prêt. Donc vous avez là tous les éléments et vous pouvez juger que les éléments d'information de ce courrier sont parfaitement reproduits à la délibération, dans le texte de la délibération. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que nous passons au vote? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée. Monsieur le Premier adjoint, vous pouvez revenir en séance. Merci Mme Bourbrock. Nous avons donc terminé l'ordre du jour de notre conseil municipal. Je dois vous indiquer que vous disposez dans votre cabox, dans le dossier de ce conseil, du bilan d'activité SIEM 2022, dont vous pourrez, ou vous avez sans doute déjà pris connaissance. Merci en tout cas à nos concitoyens qui ont suivi nos débats et échanges sur les réseaux et sur Internet, et je vous souhaite une bonne soirée.